On va s'intéresser aujourd'hui à un rapport assez troublant qui date de 1992. Et ce qui est particulier, c'est qu'il a été écrit par des gens qu'on n'attendrait pas forcément. Une association d'anciens agents du renseignement. Ils y parlent d'allégations de harcèlement électronique et même d'expérimentation de contrôle mental sur des citoyens. C'est un sujet assez lourd, alors on va essayer de décortiquer ça ensemble. Alors, qui sont ces gens, justement? On ne parle pas de théoriciens du complot, mais de l'Association des anciens de la sécurité nationale. En gros, ce sont d'ex-officiers du renseignement qui, comme le dit clairement leur credo, s'opposent aux opérations secrètes. Forcément, ça leur donne une perspective et une crédibilité assez uniques pour aborder des sujets aussi sensibles. Leur enquête, qu'ils ont appelée le projet de surveillance électronique, n'est pas partie d'une simple idée en l'air. Non, tout a commencé quand l'association a commencé à recevoir des appels à l'aide vraiment étranges, des témoignages désespérés de gens un peu partout dans le pays. C'est ça le point de départ. Il faut imaginer un peu la situation. Ces anciens agents, qui connaissent parfaitement les coulisses, les outils et les méthodes, se retrouvent face à des récits qu'ils ne peuvent tout simplement pas balayer d'un revers de main. C'est ce qui a tout déclenché. Et il faut le dire, au début, ils étaient très très sceptiques. Ce qui est normal après tout. Et ce qui n'était au départ que quelques plaintes isolées, a très vite pris une toute autre dimension. Un schéma s'est dessiné, quelque chose de si répétitif que les enquêteurs n'ont plus pu l'ignorer. Regardons un peu l'évolution des chiffres. Au tout début, on parle d'à peine 6 personnes. 6 personnes qui contactent l'association avec des histoires similaires de harcèlement qu'elles pensaient être de nature électronique. À ce stade, on peut encore se dire que c'est une coïncidence, sauf que très rapidement, ce chiffre double. L'association se retrouve en contact avec 12 personnes différentes. Des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent d'endroits différents, mais qui racontent des choses aux similitudes vraiment frappantes. Là, la coïncidence commence à être un peu grosse. Et puis, en novembre 1992, on atteint un seuil critique. Le projet est en lien avec 25 personnes. 25! Face à ce nombre et à la cohérence glaçante des témoignages, l'association a dû mettre de côté sa prudence du début. Ce n'était clairement plus une poignée de cas isolés. Cette phrase de Julianne McKinney, la directrice du projet, elle dit tout. C'est un véritable tournant. Elle admet que leur scepticisme a été complètement balayé par la force du nombre et la constance des récits. C'est là que tout bascule, ils en concluent que c'est sérieux et que ça mérite une enquête bien plus poussée. Alors, logiquement, l'enquête s'oriente vers une question cruciale. Est-ce que la technologie pour faire ce genre de choses existait vraiment en 1992 ou est-ce qu'on était encore dans le domaine de la pure science-fiction? Eh bien, la réponse du rapport est sans appel, oui. Le document affirme que les fameuses armes à énergie dirigée étaient déjà, à l'époque, officiellement dans l'arsenal du département de la Défense. Donc on ne parle pas de spéculation, mais d'une capacité militaire bien réelle. Mais le détail qui change tout, c'est le vocabulaire. Le terme officiel était non létal. Sauf que le rapport insiste bien sur le fait que ce mot est très trompeur. La même énergie, si on pousse le volume, si on l'amplifie, peut devenir mortelle. Et cette nuance, elle est absolument fondamentale. Le rapport va même plus loin en citant une technologie bien précise développée par un institut de recherche de l'armée. Une technologie qui permettait, grâce à des micro-ondes pulsées, de créer la sensation d'entendre des voix directement dans sa tête. Le rapport le dit noir sur blanc, de quoi rendre une cible folle. Et ça, c'est documenté depuis 1973. Ce potentiel terrifiant, ce n'était même pas un secret. On en parlait déjà dans des livres scientifiques bien avant ce rapport. Cette citation, qui date de 1985, montre bien que certains avaient déjà parfaitement compris à quel point cette technologie pouvait être une arme psychologique redoutable. Bon, maintenant, on va laisser la technique de côté pour aborder ce qui est vraiment le cœur de ce rapport, sa partie la plus terrible, la plus poignante, le coût humain. C'est là qu'on prend la mesure de l'horreur décrite à travers les témoignages. Les victimes décrivent tout un schéma de harcèlement méthodique, incessant. Le but ne semble pas être la discrétion, mais au contraire, de créer un état de stress et de peur permanent, d'isoler la personne. Chaque élément de cette liste est une pièce d'un puzzle macabre, conçu pour briser quelqu'un psychologiquement. Et là, on bascule dans la pure cruauté. On ne parle plus de simple vandalisme. Le rapport détaille des actes d'une barbarie inouïe, comme le massacre d'animaux de compagnie, laissés en évidence pour terroriser. C'est une guerre psychologique menée contre des civils, chez eux. Le harcèlement irait même jusqu'à utiliser des agents corrompus pour anéantir la crédibilité des victimes. Comment se défendre quand le système qui devrait vous protéger est utilisé pour vous fabriquer un casier judiciaire? C'est un sentiment d'impuissance totale. De nombreuses victimes rapportent aussi des
accidents mis en scène absolument terrifiants. On n'est plus dans le harcèlement psychologique, on est dans la menace de mort directe. La plupart de ces personnes ont fini par ne plus oser conduire, ce qui a encore renforcé leur isolement. Et voici peut-être l'aspect le plus pervers de toute cette affaire. Même le corps médical aurait été instrumentalisé. Des psychiatres, au lieu d'aider, auraient participé à la démolition psychologique, traitant les victimes de folles tout en essayant de les droguer, parfois avec des produits qui mettaient leur vie en danger. C'est d'un cynisme absolu. Rappelons-le, ce rapport a été publié en 1992. Mais son avertissement, lui, résonne de manière encore plus forte aujourd'hui, plus de 30 ans après. Plus de 3 décennies se sont écoulées. Il suffit de penser une seconde aux bonds technologiques que nous avons faits depuis le début des années 90. C'est un autre monde. Et c'est ça le point qui fait froid dans le dos. Le rapport ne parlait pas d'un futur possible, mais d'une réalité qui aurait déjà été en place il y a plus de 30 ans. Ça soulève forcément une question vertigineuse sur les capacités qui pourraient exister aujourd'hui dans notre monde hyper connecté. Ce document de 1992, il agit comme un rappel brutal. Il nous force à nous interroger sur les implications du progrès technologique quand il avance sans aucun contrôle. La vraie question, ce n'est pas seulement de savoir si tout ça était vrai à l'époque. La vraie question, c'est si c'était possible hier, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui ?